un résultat de recherche qu'on vient de terminer et on a beaucoup travaillé sur la forêt boréale depuis, on pourrait dire, la deuxième moitié des années 90. Puis, on sous-estime souvent la méconnaissance qu'on a des écosystèmes forestiers. On l'avait sous-estimé énormément en forêt boréale. On l'a fait dans un contexte où le Canada avait signé des ententes internationales en matière de conservation de la diversité biologique et devait mettre un peu en place des stratégies d'aménagement forestier durable de ces forêts commerciales. Mais la forêt tempérée est exactement soumise au même genre de contingence et parfois de méconnaissance. Et votre participation risque d'être énorme dans l'acquisition de ces connaissances-là dans les prochaines années. Comme le disait Philippe, je suis directeur du Centre d'études de la forêt. Je suis en fait à l'origine, quand on a formé le CEF en 2006, j'étais de la première mouture un peu des membres fondateurs et dès 2010, je me suis davantage impliqué à la direction du Centre d'études de la forêt. Et le Centre d'études de la forêt, c'est important pour vous toutes et tous ici. On vous rappelle constamment que, outre le colloque du CEF, votre participation à des événements scientifiques peut être supportée par le Centre d'études de la forêt. Cette année, avec le succès qu'on a obtenu en avril dernier, notre financement est passé de 474 000 à 600 000 par année. On a rajouté des éléments. Un des éléments de support financier qui vient s'ajouter, c'est celui aux stagiaires postdoctoraux. Parce qu'avant, les stagiaires postdoctoraux n'avaient pas de support financier du CEF pour leur déplacement dans les congrès scientifiques. Maintenant, ils en ont. Donc, je passe un message aux stagiaires postdoctoraux ici et aux profs. Passez le message à vos étudiants. Luc Lauzon fait régulièrement des annonces sur les demandes que vous devez faire pour les congrès scientifiques. Passez pas à côté de ça. Et vous savez, en plus de ça, que cette année, le colloque du CEF va avoir lieu fin avril. En fait, c'est l'Université de Sherbrooke qui anime. Et on essaie d'alterner d'une année à l'autre, d'un endroit à l'autre. Donc, l'an passé, on était à Chicoutimi. Cette année, on est dans la région de Sherbrooke. En fait, on va être à Hartford. Donc, ça risque d'être assez intéressant aussi. OK. Parlons maintenant d'un petit peu de recherche sur les forêts âgées, le bois sénescent et ses réseaux écologiques. Quand André m'a demandé ça va être quoi le titre de ta conférence, j'ai dit tiens, on va parler de cet aspect-là que je travaille beaucoup à long terme depuis 2006, mais qu'on avait même commencé à travailler à la fin des années 90. Je n'ai pas à vous convaincre, les forêts âgées dans le monde, c'est un habitat qui se raréfie. Peu importe où vous êtes, que vous soyez dans les grands domaines bioclimatiques de forêts tempérées qui ont été transformés énormément par la densification des populations et l'activité humaine, mais également dans les écosystèmes forestiers boréaux. Et il y a eu énormément de recherches là-dessus. Puis au Québec, les travaux de recherche qui ont été menés pour mieux comprendre la dynamique forestière sont partis un peu d'une prémisse que le monde forestier avait, et là je parle du monde des ingénieurs forestiers, que comme il y avait beaucoup d'incendies forestiers dans la forêt boréale, il n'y avait pas de vieille forêt. C'était pas un enjeu. Et aménager la forêt boréale avec de courtes rotations, avec un mode d'exploitation principalement centré sur la coupe totale, dans le fond, ça reproduisait assez bien la dynamique naturelle des forêts. Et ça titillait pas mal mon collègue Bergeron à l'UQAT et à l'UQAM qui a développé un assez grand programme de recherche dans les années 90 pour documenter l'histoire des feux sur le territoire. Et ça a commencé autour du lac du Parquet, et on va y revenir pendant toute la présentation. Mais ça s'est étendu sur l'ensemble du territoire québécois et du territoire canadien parce que actuellement, ils travaillent beaucoup avec des collègues sur la constitution des régimes de feu
un peu partout dans la plaine boréale. Et ces travaux-là au Québec nous ont montré, entre autres, que quand on regarde la proportion historique de territoires forestiers, une fois qu'on a mené des analyses d'enjeux écologiques de nos forêts, on se rend compte que dans plusieurs régions du Québec, la proportion historique de forêts de plus de 100 ans dépasse 50 %. Il y a des zones où ça brûle plus fréquemment, par exemple tout le secteur de West-Wanipi, mais on a quand même un pourcentage assez élevé, naturellement, de forêts. Et là, si vous vous replacez dans un contexte plus historique, la dynamique naturelle de ces forêts-là et l'évolution des espèces dans un contexte de feu, c'est fait, bien sûr. Il y a des espèces adaptées, mais on se retrouvait toujours avec une matrice qui était dominée par des forêts âgées. Donc, vous avez beau avoir des feux qui ouvrent la matrice, vous avez de la forêt mature dont la maturité sexuelle peut permettre d'être résiliente à une perturbation par le feu. Ce qu'on a fait de façon assez extensive et efficace depuis 60 ans, c'est de changer le portrait. Et ce qui est intéressant, c'est que la reconstitution dendrochronologique, ça nous ramène 300 ans en arrière. Fait qu'on peut se dire toujours, ouais, mais dans le fond, il y a très, très longtemps, est-ce qu'il y avait autant de forêts âgées? Une étude qui a été menée davantage par les gens qui travaillaient sur des aspects de, non pas de dendroécologie, mais cette fois-ci, on va un petit peu plus loin, on travaille sur des carottes de sédiments et dans les lacs, donc sédiments lacustres et sédiments également dans les tourbières. Dominique Cyr, que plusieurs d'entre vous connaissez, a publié en 2009 dans Frontiers in Ecology, dans le cadre de son doctorat, une étude qui montrait que si on montait 7000 ans en arrière, donc si on montait dans l'Holocène, la proportion de forêts de plus de 100 ans était variable, certes, mais nettement plus élevée que ce qu'on retrouve actuellement pas mal dans nos paysages aménagés. Donc, on est dans un environnement aménagé où la proportion de forêts âgées est nettement plus faible. Et on a à se poser des questions sur comment une proportion aussi faible va pouvoir maintenir des attributs et des éléments associés à la diversité de ces systèmes-là et de ces types de couverts forestiers-là. Ce que ça veut dire également, c'est que ça met en place des enjeux en aménagement forestier et en biologie de la conservation. Rajeunissement global de la forêt via une perte de forêt âgée, perte d'arbres de fort diamètre. Je vous apprends bien là-dessus. Vous avez tous des connaissances sur la dynamique forestière. Et perte d'arbres qui atteignent un stade de dégradation, de sénescence et éventuellement qui vont mourir. Et les vieux arbres, le bois mort, ben c'est, on le sait, des attributs clés dans nos écosystèmes forestiers. Ça joue un rôle, ça remplit des services écologiques. Et c'est un enjeu qui est devenu un enjeu international pour la conservation de la diversité biologique en forêt. Ce n'est pas seulement en forêt boréale, mais c'est pas mal partout dans le monde. Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'il y a des groupes un peu plus charismatiques qui sont porteurs d'informations à cet égard-là. Les PIC font partie de ce groupe-là. Pourquoi? Parce qu'entre autres, les PIC sont souvent des agents importants de transformation d'arbres sénescents et morts en gîtes pour les autres espèces. Ils créent des cavités et ces cavités-là sont utilisées non seulement par les pics, mais par bien d'autres espèces qui ne sont pas capables de creuser de cavités, mais qui vont utiliser les cavités comme gîtes ou comme milieu de reproduction. Et ces cavités-là, ben, en forêt boréale, on va le voir tantôt, elles sont très importantes et le rôle des pics est très important en forêt boréale. Si vous regardez la faune qui utilise des arbres à cavité en forêt, assez rapidement, ce qu'on réalise, c'est que sur presque tous les continents, ça représente une proportion non négligeable de la faune de vertébrés.
qu'on retrouve en forêt. Donc, on oscille entre 10 et parfois près de 20% de la faune vertébrée qui va utiliser des arbres et des cavités d'arbres comme gîte. Un exemple ici, du côté nord-américain, une petite mictale dans une cavité qui est creusée par un grand pic. Et un exemple en Europe, entre autres dans la forêt de Białowieża, qui est à peu près la dernière forêt tempérée encore en bonne partie naturelle, qu'on retrouve en Europe, qui est en polype. Mésange bleu dans une cavité qui est naturelle, qui est générée par la dégradation naturelle des arbres. Et vous qui travaillez en forêt feuillue, ben, les feuillus, et notamment les feuillus de la forêt tempérée, ont des cavités naturelles. Mais ce n'est pas tout à fait la même chose en forêt boréale. En forêt boréale, les pics jouent un rôle incontournable de générateur et d'architecte de la création de gîtes et de cavités pour les autres espèces cavicoles. Parce qu'il n'y a presque pas de cavités naturelles qui sont formées par les arbres et par la décomposition liée à soit un bris de branche ou à un autre facteur. Ce qui fait qu'enlever les pics du système, vous enlevez aussi toute une cohorte importante d'autres espèces. Les pics qui nous préoccupent dans l'exposé aujourd'hui, c'est passablement ces espèces-là. Donc, le plus grand de nos pics, le grand pic, et vraisemblablement le plus petit, le pic mineur, toutes ces espèces-là, vous pouvez les retrouver dans la région ici, sauf le pic ado noir et le pic ado rayé qui sont visibles l'hiver, mais qui passent leur été davantage en forêt boréale. Mais pic ado rayé, pic ado noir, ça peut être observable ici à Ripon, sans difficulté, mais en période hivernale. Vous n'aurez pas de nidification confirmée dans ce secteur-ci. Ça peut être exceptionnel dans certaines paissières particulières, mais c'est vraiment un nicheur de la forêt boréale. Ce que je vais faire aujourd'hui, c'est d'une part faire un survol sur les travaux qu'on a menés sur les arbres d'alimentation et de reproduction dans les forêts âgées en milieu boréal. Je vais ensuite m'attarder plus spécifiquement aux interactions écologiques qu'il y a entre les espèces, les arbres, leur niveau de dégradation et les autres espèces qui sont en lien avec les excavateurs, donc des utilisateurs qu'on dit secondaires de cavités parce qu'ils viennent après. Et une petite surprise à la fin, on va présenter un peu les résultats qu'on a menés, l'étude qui a été menée par un de mes étudiants, Alexandre Fouillet, qui a fait son mémoire de maîtrise dans les Hautes-Laurentides. Et on a fait une incursion en forêt tempérée. Et les résultats sont complètement différents de ce qu'on voit en forêt boréale. C'est vraiment super excitant. En tout cas, moi, je suis très excité par ça. Les sites d'études qu'on a explorés au fil des ans, on a bien sûr beaucoup, et on continue à travailler beaucoup au lac du Parquet, à la station de recherche du lac du Parquet, qui est co-gérée par l'UQAT et l'UQAM. Mais on a travaillé à divers endroits au Québec, dont on a travaillé au Parc des Grands Jardins, on a travaillé également sur la Côte-Nord. Donc, il y a plusieurs endroits qui ont fait l'objet de travaux de recherche. Les points en rouge renvoient à des sites d'études où on a travaillé dans les feux, et les points en jaune renvoient aux sites où on a travaillé dans les forêts matures et âgées. Du Parquet, c'est particulier. C'est particulier pour un écologiste de la faune. Et moi, ce qui m'a toujours un peu habité comme chercheur et ce qui m'a toujours intéressé, c'est de travailler en équipe avec les gens. Je pense qu'on gagne beaucoup à interagir avec des collègues et à apprendre de leurs connaissances. Et ce qui est extraordinaire à Du Parquet, c'est que quand l'équipe de Yves a mis en place l'acquisition de connaissances des régimes de feu avec ses premiers étudiants gradués, ensuite qui ont commencé à travailler sur la dynamique forestière, ça nous donne
connaissance en profondeur de la dynamique de la forêt qu'il y a très peu d'endroits dans l'Est d'Amérique qu'on a actuellement. Et ça nous permettait de mettre en place toutes sortes d'autres projets de recherche qui venaient se greffer à ça. Et bon, les études dendrochronologiques, les études sur la dynamique des espèces nous permettent de très bien comprendre ce qui se passe avec ce système-là, qui a mené d'abord à une première reconstitution historique des événements de feu. Donc, les dates que vous voyez renvoient à une cartographie des incendies forestiers qui ont eu lieu et on remonte jusqu'à la conquête, donc jusqu'à même avant la conquête, parce qu'il y a des secteurs qui ont même brûlé en 1717, mais 1760 est un des feux importants. Et les travaux sur la dynamique forestière nous expliquaient aussi comment se structure le développement de cette forêt-là et comment la voûte forestière change au fil du temps en fonction de sa composition. Il y a eu aussi beaucoup de travaux, puis François peut en témoigner, sur la relation entre les épidémies d'insectes et les arbres, entre autres la livrée des forêts dans le cas du peuplier faux-trempe, mais également la tordeuse des bourgeons d'épinette dans le cas du sapin baumier, qui nous explique davantage comment des vieilles forêts, des très vieilles forêts, sont néanmoins encore très, très dynamisées par des perturbations secondaires. Fait que ce ne sont pas des systèmes qui sont arrêtés. Au contraire, c'est des systèmes très, très dynamiques. Et nous, ça nous a amené à dire qu'il y a quelque chose à faire dans ce système-là. Et notre intérêt pour l'écologie des pics a pris un tournant quand on s'est dit on va utiliser finalement les connaissances de l'équipe de Bergeron sur la localisation des divers stades de développement du couvert forestier, parce qu'on a vraiment un signal qui est très précis là-dessus, et on va mettre en place un dispositif de recherche avec des placettes d'échantillonnage qui couvraient de grandes surfaces. C'est des placettes de 40 hectares, parce que si on veut travailler sur l'écologie des pics, les pics défendent des territoires relativement grands. Donc, on ne peut pas travailler sur des placettes de 100 mètres carrés ou de 500 mètres carrés. Il faut aller sur plus grand que ça. Et on s'est servi beaucoup des informations sur la dynamique des feux pour placer les sites d'échantillonnage dans divers types de couverts forestiers. Et on a commencé à faire un suivi. Premier suivi qu'on a fait, ironiquement, on n'a pas commencé à suivre les arbres de nidification, on a commencé à suivre l'alimentation des pics, ces secteurs. Et mon étudiant à l'époque, Antoine Napi, faisait son doctorat sur les pics, beaucoup sur le pic à dos noir, mais il y a toute une facette de sa recherche qui touche aux forêts âgées en forêt mixte. Et le travail, à l'origine, consistait à, vous voyez, le chercheur est caché dans la forêt, là, OK? Puis l'oiseau est là. Alors, le travail, ça consistait à suivre des pics dans leur déplacement. Et comment on les suivait? On les attirait avec la repasse de cris ou de tambourinage des pics, et on les attirait, et lorsqu'ils venaient relativement près, là, on se mettait à les suivre et on regardait comment ils se déplaçaient d'un arbre à l'autre. Et Antoine a eu une patience incroyable et il avait déjà une grande expérience parce qu'il avait déjà travaillé dans les incendies forestiers. Mais travailler dans un feu, tu vois tout. Travailler dans une forêt, tu perds tout rapidement. Et là, les gens se déplaçaient. On travaillait bien sûr avec des enregistreurs. On ne pouvait pas noter. Et ce qu'on faisait, c'est qu'on notait. On notait le comportement des individus, la hauteur à laquelle ils s'alimentaient, jusqu'au moment où on les perdait de vue et qui passaient d'un arbre à un autre. Et on faisait un suivi comme ça jusqu'à temps qu'on perde l'oiseau. Il y a énormément de suivis qui ont été faits sur toutes les espèces de pics. Et évidemment, ce qu'on arrivait à comparer, c'est les caractéristiques. Les arbres, une fois identifiés, on allait les taguer. On prenait des mesures a posteriori des caractéristiques de l'arbre, son état de dégradation, la hauteur à laquelle l'individu s'alimentait. Il était-tu sur le tronc? Il était-tu sur des branches? Les branches étaient-tu vivantes? Les branches étaient-elles mortes?
toutes sortes d'informations de ce type-là, qui nous a permis de regarder un peu comment ces caractéristiques-là se comparaient à la disponibilité des conditions forestières sur les sites. On avait des placettes permanentes d'échantillonnage de la végétation à l'intérieur du grand quadrat de 40 hectares, qui était comparé finalement aux données qu'on avait récoltées à l'échelle des arbres. Et ça nous a permis de dresser une information assez exhaustive sur, à la fois dans les forêts mixtes et dans les forêts résineuses, comment les oiseaux utilisent différemment les arbres pour s'alimenter. Ce que vous voyez toujours ici, c'est, et c'est pas gros, là, je m'excuse pour ceux qui sont plus loin, c'est la disponibilité des arbres. Par exemple, si on y va avec les essences ici, la disponibilité des trembles, la disponibilité des bouleaux dans l'environnement, la disponibilité du sapin, la disponibilité du tuya et la disponibilité de l'épinette noire. Et on regarde comment chacune des espèces s'alimente de façon différentielle par rapport à cette disponibilité-là. Par exemple, si vous avez ici le pic maculé, bien, vous voyez assez clairement que le pic maculé s'alimente de façon différentielle sur du bouleau à papier par rapport à la disponibilité du bouleau à papier. Et on a pu, pour chacune des espèces, en arriver à montrer sa spécificité par rapport à l'essence et sa spécificité par rapport au diamètre d'arbre. Et là, je ne vous présente pas de données sur la dégradation de l'arbre, mais c'est une autre information qu'on a mesurée. Et à partir de ça, on est capable de dresser un certain profil des espèces. On parlait de dégradation, voici l'information. Ce que vous voyez dans les forêts mixtes du lac du Parquet et dans les sites conifériens plus au nord, c'est ce que vous voyez en disponible, c'est que, par exemple, si vous êtes à du Parquet, les arbres disponibles sont principalement des arbres vivants de catégorie 1 et 2, c'est-à-dire un vivant où il ne commence pas à avoir de signes de dégradation, un petit peu de perte de branches, puis des arbres qui sont morts à divers stades de dégradation. Et quand on regarde le résultat, on voit très bien qu'il y a certaines espèces qui s'alimentent davantage ou qui sélectionnent davantage, comme le grand pic, des arbres qui sont très dégradés et qui sont dans la catégorie plus moribonde et morte, versus des oiseaux comme le pic maculé qui s'alimente davantage sur la végétation vivante. Donc, vous voyez assez clairement qu'il y a une ségrégation des niches entre les espèces pour ce qui est des conditions alimentaires, et que cette ségrégation des niches-là, ce qui est assez intéressant, c'est qu'en parallèle à ce qu'on faisait comme recherche, j'avais un étudiant au doctorat, Michel Saint-Germain, qui travaillait, lui, sur la faune saproxylique, les insectes foreurs de bois qu'on retrouvait dans le bois. Et Michel en est arrivé à nous montrer assez clairement que, dépendamment de la dégradation interne des bois, mesurée par la densité du bois, c'est-à-dire que plus le bois est dense, plus l'arbre commence à peine à être dégradé, et plus la densité interne du bois est très faible, plus c'est un arbre qui est avancé dans sa dégradation. Et on voit que pour le peuplier faux-tremble, ben, il y a une augmentation des larves de cérambycidés, du groupe des cérambycidés, qui sont des insectes foreurs, davantage dans les derniers dans les stades plus avancés, alors que c'est tout à fait le contraire avec les moutons. Donc, intéressant de voir que, ça, gardez ça en tête, là, parce que quand on revient en arrière avec le pic à dos noir, entre autres, ici, Blackback Woodpecker, il y a une très grande sélection pour les arbres qui commencent à se dégrader, les arbres qui viennent juste de mourir. Donc, il y a une fenêtre d'opportunité utilisée par cette espèce-là qui est passablement liée à la haute disponibilité de l'insecte, en tout cas de ce groupe-là d'insectes. Et il y a une affinité très forte entre autres, entre les cérambycidés qui colonisent les pics et qui colonisent les épinettes noires et l'alimentation des pics à ces moments-là.
En résumé, là, ce qu'on a pu voir avec l'alimentation, c'est que le bois sénescent et mort, là, ce sont d'importants substrats alimentaires pour la plupart des pics en forêt boréale. La deuxième vague de travaux, on l'a commencé autour de 2007-2008. Et on venait tout juste de s'équiper de caméras qui nous permettent d'aller voir dans les cavités et qui étaient sur des perches télescopiques. Donc la perche télescopique peut atteindre l'équivalent de 15 mètres de hauteur. Et la hauteur moyenne des nids trouvés sur les à peu près 1000-1200 arbres qu'on a suivis depuis 15 ans, c'est autour de 9,3 mètres. Donc, c'est très haut. Et c'est excessivement difficile à manœuvrer parce que, devinez un peu l'histoire, là. Bon, quand c'est un trou de grand pic, ça va bien, c'est un gros trou. Mais les trous de pic maculé, les trous de pic mineur, les trous de stèle, c'est super petit. Et là, ben, vous êtes avec votre perche. Disons que si vous êtes à 2-3 mètres, vous pouvez vous enligner, mais quand vous êtes déjà à 9 mètres d'extension, la pôle, c'est une pôle en fil de verre. Puis pensez au fait que vous êtes à la pêche, vous avez votre canne à pêche à l'eau, puis que ça commence à mordre. Bien, ça tire, hein? Bon, mais là, quand vous êtes en train d'essayer de rentrer votre caméra dans le petit trou, le problème est toujours, outre les branches, c'est le vent. Et c'est la flexibilité naturelle de votre perche qui vous empêche, parce que vous n'avez pas un contrôle absolu. Moi, je suis super chanceux, j'ai un technicien de fond qui travaille depuis 21 ans avec moi et qui a commencé à travailler avec ces instruments-là dès le début. Ce qui fait que c'est probablement la personne la plus douée, la plus habile pour manœuvrer avec une perche télescopique et qui prend le moins de temps. Moins on reste longtemps, moins on dérange les animaux, plus on évite des cas de prédation, des trucs comme ça. À vrai dire, on n'en a presque pas vu depuis qu'on travaille dans le domaine. Et ce que le travail consistait à faire, c'est faire une recherche systématique des cavités d'abord. Donc, vous faites la recherche systématique des cavités au printemps. Vous la faites avant que les feuilles sortent. Et votre meilleur indicateur pour trouver des cavités, c'est pas en regardant comme ça, c'est en regardant au sol. Parce que c'est au sol que vous allez voir les copeaux de bois, que les oiseaux sortent de la cavité et qu'ils vont saupoudrer autour de l'arbre. Et on localise les arbres principalement de cette façon-là. Et une fois qu'on les a localisés, là, on peut aller examiner qu'est-ce qu'il y a dans les arbres et le faire de façon périodique. Pour le suivi des cavités, on pourrait dire générique qu'on a mené sur l'utilisation que font les cavités, que font les oiseaux des cavités, on allait autour de 3 visites par saison. Pour des suivis plus intensifs, de façon à mesurer la reproduction, et on va voir tantôt des résultats à cet égard-là, là, on y va à tous les 3-4 jours, une fois la naissance, une fois que les jeunes sont nés. Il faut y aller de façon répétée pour voir comment progresse la croissance des jeunes. Là encore, on a été à même de mesurer les caractéristiques des arbres à cavité et les comparer à la disponibilité. Et juste pour vous rappeler un petit peu le long du gradient successionnel temporel, au lac du Parquet, on a des forêts de moins de 100 ans, mais on a des forêts qui se rendent jusqu'à 250 ans. Donc, qui n'ont pas été perturbées par le feu depuis 250 ans. Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas été perturbés par d'autres perturbations. François en sait quelque chose. Donc, à partir de ça, on a une donnée sur les surfaces terrières des diverses essences forestières. Et quand on regarde les essences d'arbres qui sont excavées pour des arbres de plus de 20 cm de diamètre, très, très rare que les oiseaux vont rarement en dessous de 20 cm. On n'a presque pas de cas, en fait. Et quand vous regardez l'ensemble des cavités, vous voyez assez clairement que le peuplier faux-trempe est nettement plus
utilisé qu'il n'est disponible dans le système. Il y a vraiment une sélection très forte pour le 30. Vraiment très forte. Et ce résultat-là n'est pas très, très différent de ce qu'on observe dans l'ouest du pays, dans la plaine boréale, ou encore même en Colombie-Britannique. Ma collègue Cathy Martin, qui a travaillé depuis encore plus longtemps que nous sur les réseaux d'utilisateurs de cavité et sur les pics, obtient exactement les mêmes résultats. Et quand on ventile l'information en fonction des divers de nos dispositifs qui couvraient des forêts de 60 à 89 ans, de plus de 135 ans, de 180 à 208 et de 245 ans, ce qu'on réalise, c'est que le 30 est toujours le gagnant, le grand gagnant dans le système. Donc, ça, c'est un résultat qui est assez parlant sur le fait que le 30 persiste et signe dans le temps. C'est un résultat parlant aussi à l'effet que la dynamique forestière dans les très vieilles forêts permet aux 30 de se maintenir. Si ça permet aux 30 de se maintenir, bien, une des raisons, entre autres, c'est que l'ouverture du couvert forestier fait en sorte que le 30 est capable, si les ouvertures sont assez grandes, de recoloniser le système assez rapidement. Donc, on a toujours une forêt qui a beau être dominée plus par des résineux, avec les épidémies tordeuses, les forêts de 245 ans ont des gros 30 aussi. Puis quand on regarde le diamètre des arbres de qualité utilisés par les excavateurs, bien, ce que vous voyez assez clairement, c'est que ça, c'est la disponibilité dans l'ensemble du lac du Parquet. Et vous voyez très, très bien que même les petites espèces, comme la citelle à poitrine rousse, comme le pic mineur, ont des exigences écologiques quant aux arbres de nidification qui sont plus élevées que le diamètre à hauteur de poitrine moyen de l'ensemble du système. Vous avez besoin d'arbres plus gros. C'est ça que ça veut dire. C'est pas nécessairement là où s'en va la foresterie, ça. Si on regarde les stades de dégradation des arbres de nidification, bien, ce que vous voyez encore, c'est qu'il y a certaines espèces qui vont davantage se retrouver sur des arbres encore verts. Ça ne veut pas dire qu'ils ne commencent pas à montrer des signes de dégradation, ça on va voir tantôt. Alors qu'il y a d'autres espèces, et en fait, j'attire votre attention sur le grand pic. Vous vous souvenez tantôt, le grand pic s'alimente surtout sur des arbres moribonds, des arbres morts, des arbres dont la dégradation est avancée, mais il se reproduit sur des arbres encore verts. Donc, les exigences écologiques d'une espèce, on ne peut pas nécessairement, si on parle de mesures de protection, de maintien d'une certaine quantité de bois mort dans le système, souvent quand on parle de ça en biologie de la conservation, on fixe un chiffre, tant d'arbres à l'hectare. On va garder 15 gros arbres à l'hectare. Oui, mais c'est pas juste une question de nombre d'arbres, c'est une question aussi de stade de dégradation. Il faut maintenir des stades de dégradation très, très variés dans le système pour maintenir la variation d'espèces qu'on a. Je continue avec deux espèces qui sont davantage dans des situations où les arbres dont la dégradation des arbres est assez avancée. Et finalement, une espèce qui est un peu dans l'entre-deux, le pic flamboyant, et une des raisons, c'est que le pic flamboyant est un excavateur facultatif. C'est un petit spécial, le pic flamboyant. C'est un arbre c'est un oiseau qui fait d'assez grosses cavités, okay, quand le bois est assez mou. Mais ce qu'il peut faire, c'est utiliser les cavités d'autres espèces et les agrandir. Et souvent, c'est ce qu'il va faire. Donc, il va s'installer dans des cavités, il va agrandir la chambre, il va agrandir l'entrée, mais il n'aura pas contribué à faire tout le travail. Le lien avec le statut vivant de l'arbre, ben, c'est une information qu'on a, mais l'information la plus importante, c'est de réaliser que les arbres qui sont encore vivants, qui ont encore tout leur feuillage, sont souvent affectés par une carie, un champignon, qui attaque le cœur de l'arbre. Et pourquoi les pics ont tant de facilité et préfèrent autant aller dans le peuplier fautrante, c'est que le peuplier fautrante est souvent atteint de la carie blanche par un champignon qui s'appelle Phélinus trémulé.
Et cette carie-là, elle altère la densité du bois au cœur et rend le cœur beaucoup plus facile à excaver. Et les pics vont les utiliser, et souvent, ce qu'on a, vous voyez ici, un trou de grand pic dans un peuplier faux-trempe avec 2 jeunes, le grand pic, le Phélinus est juste au-dessus, même chose ici, un trou de pic maculé. Et quand vous regardez la répartition des nids par rapport à la proportion des 30 disponibles dans le milieu qu'on a échantillonnés qui avaient des Phélinus versus la proportion des cavités qui avaient des Phélinus, vous voyez assez clairement que la présence du Phélinus est super importante. Donc, il y a une association là, entre le champignon, la friabilité du substrat, puis son excavation par l'oiseau. Et ce qu'on voit, c'est qu'en fonction du temps depuis le feu, donc en fonction de l'âge de la forêt, depuis qu'elle a été initiée par une première grande perturbation, la probabilité qu'un peuplier faux-trempe soit affecté par le Phélinus, elle augmente en fonction du diamètre de l'arbre. Donc, des arbres de 20 cm, de 40 ou de 60 ont des probabilités distinctes d'être affectés, et ça augmente aussi en fonction du temps. Donc, les vieux peuplements ont davantage une probabilité d'être affectés que les peuplements plus jeunes. En gros, si je résume là, cette partie-là du travail sur les arbres d'alimentation et de reproduction, ce que vous voyez assez clairement avec ce graphique-là, c'est d'une part, sur l'axe des X, vous avez le degré de dégradation de l'arbre de vivant à mort avancée par rapport au pourcentage des arbres qui sont constitués pour chacune des espèces de pics, des arbres de reproduction, donc en noir, et les arbres d'alimentation en gris clair. Et ce que vous voyez, c'est que chacune des espèces vous montre que les exigences écologiques pour l'alimentation et la reproduction sont différentes. Donc, ce qui a à conclure de ça, c'est que le premier niveau de complexité lié aux forêts âgées, c'est que la diversité de la structure des arbres, c'est une nécessité pour générer des substrats d'alimentation et de nidification adéquats pour les vertébrés, entre autres pour les pics. Les liens complexes entre la décomposition du bois et les pics, là, tant à l'intérieur d'une même espèce qu'entre les espèces, ce n'est pas des liens simples, c'est plus compliqué. Il n'y a pas une association directe avec un seul stade de dégradation. Donc, planifier la conservation des pics, ça passe par le maintien de la dynamique de dégradation des arbres pour assurer un certain approvisionnement continu d'arbres d'alimentation et de reproduction. Et c'est ça qui est un peu difficile en gestion par l'aménagement, parce que souvent les gens veulent avoir une règle simple, puis il n'y a pas de réponse simple dans ce cas-là. Mais en fait, la réponse simple, c'est qu'il faut diversifier. Il faut garder ce diversifié-là, il faut nourrir ça. Vous avez assez parlé de rendement soutenu. Nous autres, on propose un rendement soutenu d'arbres en situation de dégradation. Je fais une petite diversion. Pour revenir sur un enjeu qui est important, qui est, comment dire, d'actualité avec ce qui se passe en Australie, ce qui va continuer à se repasser un peu partout dans le monde dans les prochains mois, les forêts brûlées. L'enjeu des forêts brûlées, c'est effectivement un enjeu international pour la conservation de la diversité biologique, parce que souvent, ce qu'on a dit, c'est que si les forêts sont brûlées, c'est toutes sortes de commentaires, c'est des déserts biologiques, c'est pas vrai. C'est des environnements on pourrait récupérer toute la forêt en autant que faire se peut, c'est-à-dire que si les arbres ne sont pas complètement calcinés, on peut augmenter la récupération. Ça a amené, entre autres, David Lindenmayer, Phil Burton et Jerry Franklin. Quand Lindenmayer était en sabbatique en Amérique du Nord, il était chez Phil Burton en Colombie-Britannique, puis ils ont travaillé beaucoup sur cet enjeu-là du salvage logging. Parce qu'en Australie, c'était un enjeu, il y a de ça 18 ans.
Et nous, on travaillait sur le même sujet en même temps. On était dans le parc des Grands Jardins. Quand le livre est sorti, on venait juste de finir nos travaux. Et on a fait des travaux dans le parc des Grands Jardins, mais également à Chibougamau et dans le nord du Québec, dans le nord-ouest. Et de ces travaux-là, on a fait plusieurs études sur le pic à dos noir. Dans le parc des Grands Jardins, entre autres, ce qu'on a été amené à montrer et qui est très important, et vous allez voir la connexion avec les forêts âgées, c'est que des forêts brûlées qui sont très jeunes, ça n'offre pas les mêmes conditions d'habitat au pic à dos noir et à d'autres espèces que des forêts brûlées qui sont matures. Et vous le voyez ici, quand on regarde le diamètre des arbres qui sont utilisés pour les nids de pic à dos noir, vous voyez très clairement que la disponibilité des gros arbres dans le parc des Grands Jardins, elle est nettement plus faible que sa sélection. Il y a vraiment une sélection très forte sur les plus gros arbres. Il y a aussi une sélection très forte sur un degré de dégradation plus avancé des arbres. Parce que souvent, c'est des arbres qui étaient morts, qui ont brûlé après. Même chose pour l'alimentation. L'alimentation est concentrée sur des arbres qui ont un plus gros diamètre à hauteur de poitrine, autant que faire se peut. Là. Nous ne sommes pas dans le sud du Québec. Nous sommes en Paissière puis en altitude. Donc, le DHP des arbres n'est pas très élevé. Et Michel Saint-Germain faisait une maîtrise sur les insectes saprophysiques dans le feu des Grands Jardins. Et il a vu un petit peu la même chose. Les insectes ont tendance à coloniser davantage des arbres dont le diamètre est plus élevé. Donc, les conditions pré-feu sont importantes pour comprendre ce qui se passe dans le feu. Et si vous brûlez, par exemple, des forêts de 30 ans, 40 ans en Paissière, souvent, c'est des forêts dont le diamètre des arbres ne va pas être assez gros, qui ne seront pas fréquentés par ces espèces-là. Puis qu'est-ce qu'ils font, les pics? Bien, les pics, ils creusent les cavités. Les cavités sont abandonnées 3, 4, 5 ans après le feu, dépendamment de l'accessibilité alimentaire pour les pics, mais elles vont être utilisées par le merle-bleu, elles vont être utilisées par, éventuellement, on a déjà vu des martres sortir de ces cavités-là. Donc, il y a toutes sortes d'espèces qui vont réutiliser ces sites-là. Le temps que les arbres restent sur pied, éventuellement, ils vont tomber, mais ça fait partie d'un cycle important. Donc, la conservation des populations de pics, ça repose effectivement sa contingence de planifier le processus écologique de dégradation. Et je vous montre un autre résultat qui milite en faveur de maintenir de la forêt mature dans le système, même quand ça brûle. Les forêts matures avant le feu, quand vous regardez ici le nombre de jeunes produits de pics dans le feu des Grands Jardins, et vous regardez le pourcentage de forêts brûlées matures, bien, vous voyez très bien que la productivité est plus élevée quand il y a plus de forêts matures que quand il y a plus de forêts jeunes. Et au parc des Grands Jardins, ce qui est intéressant, c'est quand ils ont créé le parc, à la fin des années 70, il y avait un plan initial, puis ils ont rapetissé le parc pour offrir une partie du parc à l'exploitation forestière. Donc, ils ont retardé 2-3 ans. Et finalement, l'audience sont venus, après audience publique, sont venus au contour de base. Ce qui fait qu'on a dans le parc des peuplements de 45 ans, on avait des peuplements de 90 ans. Et on a pu voir qu'il y avait des différences d'occupation de l'habitat. Et ça, c'est juste un signe précurseur de ce qui nous attend à plus grande échelle. Donc, tout ça pour vous dire qu'il y a un lien entre les forêts âgées maintenant, mais les forêts âgées qui peuvent brûler aussi. OK. Réseau écologique d'utilisateurs de cavités. Je pense que ce qu'on a pu voir jusqu'à maintenant, c'est que la disponibilité des arbres à cavité, là, elle contribue à une diversité spécifique
des communautés, elle joue également un rôle critique dans le maintien de la diversité fonctionnelle et c'est ce qu'on va voir de façon plus précise. Donc, toujours au moyen de ces mêmes techniques, ce qu'on était amené à faire, c'est faire un suivi pas mal plus serré de toutes nos placettes. Depuis 2006 qu'on récolte des données là-dessus. Et quand on regarde la répartition de la végétation, si vous regardez le diamètre moyen des arbres dans nos 12 placettes réparties dans ces 4 stades de développement-là, vous voyez très bien qu'au fur et à mesure qu'on avance dans le temps, le diamètre augmente. Même chose pour la surface terrière du bois mort, même chose pour la diversité structurale qui prend en compte à la fois le diamètre des arbres et leur niveau de dégradation. Et il en va de même pour la surface terrière des arbres qui sont sénescents, qui commencent à montrer des signes de mobilité. Quand on a fait cette étude-là, ce qu'on partait avec comme prémisse, c'est qu'on prévoyait que l'accroissement de la richesse en espèces d'arbres, parce qu'on part d'une forêt dominée par du peuplier fautrant, mais une forêt qui est mixte, à éventuellement une forêt qui va être de plus en plus dominée par des résineux, mais par une variété d'essences, on se disait, ça devrait accroître l'équivalence fonctionnelle entre les essences d'arbres d'un substrat de nidification. J'offre plus de substrats de nidification potentiels au pic, je devrais voir mes pics se répartir sur plus d'arbres. Vous avez vu tantôt que ça ne semble pas être le cas. On va le voir de façon plus détaillée ici. L'autre prémisse qu'on avait, ou l'autre prévision qu'on faisait, c'est qu'on va accroître la disponibilité de cavités par la formation de cavités naturelles. On n'avait aucune connaissance au départ. On s'est dit, il devrait y avoir des cavités naturelles dans les très, très, très vieux arbres. Donc, en théorie, plus je me trouve proche des forêts âgées, plus je devrais voir ces cavités-là poindre à l'horizon. L'autre hypothèse qu'on avait, c'est que le nombre d'utilisateurs de cavités devrait augmenter et parce qu'on offre plus de possibilités et les excavateurs et les espèces qui vont augmenter, c'est les excavateurs qu'on dit faibles ou facultatifs, citelles, mésanges, qui ont besoin d'arbres très décomposés pour creuser, ou plus d'utilisateurs secondaires parce qu'il va y avoir plus de cavités disponibles. Puis la quatrième hypothèse qu'on avait, c'est qu'on va accroître le nombre d'interactions entre les espèces. C'est-à-dire que, on va le voir tantôt, la constitution de réseaux écologiques, c'est vraiment une image, c'est vraiment semblable à ce qu'on appelle des réseaux trophiques. Les liens qu'ont les espèces entre elles devraient augmenter et ces liens-là devraient, en termes de force, ça ne devrait pas toujours être les mêmes espèces qui sont en lien, mais il devrait y avoir une plus grande diversification des interactions entre les espèces. Qu'est-ce qu'on a vu? Ce que vous avez ici, c'est une représentation du réseau d'utilisateurs cavités au lac du Parquet. À la base, les essences d'arbres qui sont excavées. Et vous voyez assez clairement que l'intensité des flèches renvoie à l'intensité des liens. C'est-à-dire que quand de 50 à 100% de votre connexion se fait entre une essence et une espèce, mais vous voyez que le trait est plus prononcé et il est moins prononcé s'il y a moins de liens. Vous voyez assez clairement que le peuplier fautremble est l'essence prédominante pour l'ensemble du réseau. Le peuplier baumier est très légèrement utilisé, le bouleau à papier un petit peu plus, et le sapin baumier très peu pour l'ensemble du réseau. Les principales espèces de pics, vous voyez que comme grand excavateur, on a le pic flamboyant et le grand pic. Le grand pic fait connecter beaucoup d'espèces. Il y a beaucoup d'espèces qui utilisent les cavités de grand pic. Et là, on pense au canard, donc le Vexi couronné, en fait le Hart couronné, le canard,
perds mon français. Pardon? Le penchu, exactement. Et le garrot à Hudor, avec la petite moutarde. Donc, on a des espèces qui jouent un rôle important. Le pic maculé est l'autre espèce qui joue un rôle important parce qu'elle représente un fort effectif de cavité dans le système. Quand vous regardez seulement dans les forêts de 60 à 90 ans, on voit que, oups, on commence à avoir moins d'interactions, on voit moins de liens, mais c'est bien sûr toujours le 30 qui joue un rôle important. Dans les forêts de 90 à 150, ben là, on a une entrée d'autres espèces. Et plus on avance dans le temps, plus le réseau se construit. J'attire votre attention sur le fait que dans les forêts de 245 ans, ce qu'on a trouvé, c'est une cavité naturelle. Donc, une cavité naturelle utilisée par un piscelle bronzé. Il n'y a presque pas de cavité naturelle. Et on a cherché. On ne s'est pas concentré seulement sur les pics. Ce qu'on peut voir avec cette analyse-là en fonction de la succession forestière, on a poussé plus loin l'analyse, ce n'est pas seulement de décrire le réseau, mais on l'a analysé, c'est-à-dire qu'on a fait pour chacun des réseaux des tests de permutation pour voir dans quelle mesure notre donnée empirique se confrontait à un modèle qui, lui, par permutation, mais par permutation dirigée, on ne mélange pas des espèces qui sont de petite taille avec des cavités de grande taille ou des espèces qui sont de grande taille aller dans des cavités de petite taille. On a vraiment sélectionné. Mais on a fait par bootstrapping de la randomisation, on a fait des tests de randomisation pour regarder des paramètres de ce réseau-là. Les paramètres que sont la richesse en espèces, que sont les interactions, le nombre d'interactions qu'ont les espèces entre elles, le nombre moyen de liens par espèce et la force des liens. Et quand on regarde ces paramètres-là et qu'on les confronte, donc les valeurs que vous avez en noir, et là malheureusement on ne voit pas très clairement, mais il y a un intervalle de confiance. Les valeurs que vous voyez en noir, c'est la moyenne de l'intervalle de confiance du test de bootstrapping qui s'est fait sur 1000 permutations. Et la valeur qu'on a observée, nous, est en rouge. Et quand vous regardez les interactions que les espèces ont entre elles, vous voyez très clairement que plus la forêt vieillit, plus ce niveau-là d'interaction augmente entre les espèces, et moins le nombre de liens uniques est présent, ce qui est tout à fait logique, et plus le nombre de liens par espèce augmente également. Donc, votre réseau se complexifie en fonction de la complexité de votre couvert forestier. Et ça, c'est assez intéressant parce que ça nous fait sortir d'une simple analyse de diversité d'espèces pour regarder plus comment fonctionne ce réseau-là. Donc, est-ce qu'il y a une équivalence fonctionnelle entre les essences? Non. Le peuplier demeure toujours l'espèce clé. Est-ce qu'il y a un accroissement de la disponibilité de cavités par la formation de cavités naturelles? Malheureusement, non. Les pics sont toujours les principaux pourvoyeurs de cavités. Et c'est vraiment à 98 dans le système. Est-ce que ça va accroître le nombre? Est-ce que le vieillissement de la forêt accroît le nombre d'utilisateurs de cavités? Oui, il y a un effet d'accroissement, notamment pour les excavateurs faibles et pour les utilisateurs secondaires. Est-ce qu'il y a un accroissement du nombre d'interactions? Bien, les réseaux d'utilisateurs de vieilles forêts sont en effet plus complexes dans le système. Dernier volet que je veux juste regarder, on a beaucoup travaillé en forêt naturelle, puis là, on s'est dit, c'est bien beau, c'est des connaissances super intéressantes, mais qu'est-ce qui se passe dans les paysages aménagés coupés à blanc, où il reste des bandes linéaires de forêt, âgées, mais des bandes linéaires, c'est pas des forêts complètes, c'est pas des forêts continues, c'est des forêts fragmentées.
Est-ce que les PIC les utilisent? Donc, on se posait diverses questions. Les PIC utilisent-ils ces habitats comme corridor de déplacement ou comme habitat d'édification? Pourquoi je vous dis ça? Parce que dans l'ancienne réglementation de la loi sur les forêts, quand on a créé à partir de 1996, on a augmenté le nombre de séparateurs de coupe. En plus des bandes riveraines, on a rajouté des habitats linéaires qui séparaient les coupes forestières, les coupes totales. Et la prémisse, c'était que ce serait de très bons corridors phoniques. Ça n'a jamais été mesuré et ça n'a pas été planifié à partir d'études préalables. Mais on partait de cette prémisse-là. Est-ce que c'est bel et bien le cas? Question qu'on peut se poser. Ou est-ce que ces habitats-là sont des habitats d'édification? La productivité des pics dans les habitats résiduels des paysages aménagés, est-ce que c'est comparable à la productivité qu'on voit en forêt naturelle continue? Jusqu'à maintenant, je n'ai pas présenté le résultat de sa productivité. Finalement, la communauté capicole est-elle appauvrie? Ce qu'on pourrait présumer dans un système fragmenté, c'est que ce qu'il reste, c'est un sous-échantillon de ce qui est disponible dans une grande forêt. Hein, la théorie des nested subsets of species, d'espèces, donc des sous-ensembles d'espèces qui se maintiennent parce qu'ils sont plus tolérants aux conditions. On est allé voir dans des habitats linéaires, donc de ce type-là. Autour de la forêt d'enseignement de recherche du lac du Parquet, tout ce secteur-ci est aménagé de façon conventionnelle par le ministère puis par l'industrie. Et on est allé mesurer dans ces habitats linéaires la présence des espèces. Fait qu'on a évidemment on a fonctionné de la même façon. Et les premiers 2 ans ou 3 ans du projet, on est simplement allé voir c'était quoi la détection des cavités dans les habitats linéaires. On n'est pas allé mesurer la productivité, on s'est dit, on va juste aller voir s'il y a des individus qui nichent là et comment ça fonctionne. Donc, ce qu'on a été à même de voir, c'est qu'il y avait une activité reproductrice des pics, et non seulement des pics, mais des utilisateurs secondaires également. On a poussé plus loin, à travers d'autres projets de recherche, l'analyse de la productivité des pics, et là, on l'a fait sur 4 ans. Parce que quand vous avez des données juste sur 1 an ou 2 ans, il peut y avoir des bonnes années, des moins bonnes années, mais sur 4 ans, on commence à avoir un échantillon qui parle. Et on a comparé finalement ce qui se passe dans les habitats linéaires des paysages aménagés à ce qui se passe à du Parquet. Et ce que les résultats nous disent, c'est que quand vous comparez la productivité, donc le nombre moyen de jeunes qui se rendent à l'envol par nid, ce que vous voyez ici, c'est les effectifs de nids qui ont été suivis. On n'a quand même pas travaillé sur 5 nids, là. On a pas mal plus de données. Et quand on regarde le paysage aménagé par rapport au paysage naturel, il n'y a pas de différence significative très très forte entre les espèces quant à leur productivité. Donc, non seulement ils sont là, mais ils peuvent se reproduire, puis ils ont l'air à se reproduire de façon telle à pas éprouver trop de problèmes à fonctionner dans des systèmes ouverts. Tant qu'il reste un attribut adéquat pour eux autres. Enlève-leur l'attribut, c'est un autre paire de manches. On est allé voir les réseaux d'utilisateurs de cavité, donc je reviens sur le réseau du Parquet. On le compare au réseau d'utilisateurs de cavité dans le paysage aménagé, c'est quand même pas mal bon. Il reste encore, on ne peut pas dire que le réseau s'est appauvri. Il reste encore pas mal toutes les espèces dans le système. Donc, quand le ministère, actuellement, c'est du bois qui est calculé dans le calcul de possibilités forestières. Éventuellement, ces habitats-là peuvent être récupérés. À chaque fois que tu fais une ponction lombaire dans ton système aménagé, c'est quand même des habitats importants pour ces espèces-là. Et ça, c'est dans le calcul du forestier en chef. Là. Je veux dire, il est dit que les séparateurs de coupe, quand les forêts atteignent une certaine hauteur, vont être récupérés, peuvent l'être intégralement, même si ce n'est pas payant pour l'industrie que d'aller chercher une ligne d'arbre. On a fait le même genre de comparaison sur la richesse en espèces, les interactions, la force des liens et le nombre de liens. Là encore, on ne voit pas de différence dans les deux réseaux. Donc,
moi, personnellement, je trouve ça, c'est une bonne nouvelle. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas continuer à travailler en conservation. Et l'exemple que j'ai, c'est ici, je termine là-dessus, la longévité des arbres à cavité. Vous avez une comparaison qui est faite entre la forêt d'enseignement de recherche du lac du Parquet et les secteurs aménagés. On a fait un suivi répété de ces arbres-là dans les 10-15 dernières années. Donc, on est capable d'estimer ceux qui sont tombés versus ceux qui ne sont pas tombés. On peut comme mesurer la demi-vie d'un arbre mort et savoir dans quelle mesure il va maintenir, il va se maintenir dans le système. Et vous voyez que les taux de mortalité sont toujours plus élevés dans les habitats linéaires qu'ils le sont dans la forêt continue. Donc, c'est beau dire qu'on a un portrait, il n'y a pas de différence au niveau des communautés. Oui, mais la longévité de l'habitat, elle, n'est peut-être pas aussi grande. Et là, il y a un petit bémol à mettre sur les résultats. Donc, les réseaux cavicoles, des systèmes qui sont complexes et distincts, mais c'est une clé qui peut être intéressante pour maintenir la diversité des forêts. Puis, ce qu'il faut, c'est évaluer la persistance de ces réseaux-là en fonction des stratégies de maintien des arbres sénescents et morts. C'est-à-dire que ça peut être un indicateur de phonique, de est-ce que ta stratégie de rendement soutenu d'arbres de gros diamètre sénescents morts va tenir la route. Donc, les pics utilisent ces habitats-là, la productivité des pics dans les habitats résiduels, elle est bonne, puis les communautés ne sont pas nécessairement beaucoup appauvries. The best is yet to come. On arrive à la fin. Forêt tempérée des Laurentides, projet de recherche d'Alexandre Fouillet. Ce qu'on va faire, c'est, on vous présente le réseau cavicole. Alex a travaillé 2 ans dans la réserve de la montagne du Diable. Et c'est des forêts superbes. Je veux dire, si je reviens à la diapo précédente, là, on était souvent dans des conditions comme celle-là, des super belles forêts d'érable. Vraiment remarquable. Il y a plusieurs écosystèmes exceptionnels qui sont dans la réserve. C'est un territoire il a balisé ce territoire-là, 165 hectares. Il y avait des sentiers à plusieurs endroits, ce qui fait qu'on ne se déplaçait pas en véhicule. On a tout fait le terrain à pied, à partir des chalets qu'on louait à la réserve. Et vraiment, c'est une aventure fantastique. Là. Moi, ça m'a ramené dans le sud. Puis, c'est ça, j'avais une petite nostalgie dessus de terre. J'ai fait mes études dans le sud, dans ce genre de forêt. Les réseaux d'utilisateurs de qualité, là, premièrement, la première affaire qui était remarquée, c'est 55% des qualités utilisées par les utilisateurs secondaires sont creusées par les pics, mais 45% viennent de la dégradation naturelle des arbres. Donc, vous avez vraiment un gros changement entre la forêt tempérée et la forêt boréale. Puis, on est pas mal au nord de la forêt tempérée. Là. Si vous regardez, là, on est à cheval entre Érablière à Bouleau-Jaune et à Sapinière à Bouleau-Jaune. Mais il y a une grosse différence parce que les arbres ont une capacité à faire des qualités naturelles, pas mal plus que les forêts boréales. Donc, la conséquence de ça, c'est que regardez la diversification des essences utilisées par les oiseaux et pour se reproduire. C'est quand même impressionnant, là, je veux dire, il n'y a personne qui est à 90% ici. Votre peuplier faudran, oui, est important à 16%. Puis oui, il y a une préférence. Il y a une sélection qui se fait parce qu'il est à 6% disponible dans le système, il est à 16% utilisé par les pics. Vous avez aussi le hêtre à grande feuille qui est à 13%. D'ailleurs, le hêtre est atteint d'une carie également du cœur. Donc, très intéressant de voir ce résultat-là. Et ce qui est complètement incroyable, c'est ce qu'il a réussi à aller chercher comme information ici. Parce que, tu sais, on a même trouvé une raine versicolore dans une de nos cavités. C'est fou, là. Mais raton laveur, ça, on n'avait pas ça, on en avait. Je pense qu'on en a un en Abitibi en 20 ans. Jouet rayé. Et ça m'amène à, on va passer
aux vidéos. Plus pour vous montrer en accéléré comment ça fonctionne. Là, on va super vite, ça prend plus de temps que ça. Là-dessus. Donc, si j'ai gardé cette vidéo-là pour vous montrer, c'est qu'on est dans une cavité naturelle, super grosse. Hein, c'est une cavité qui a à peu près cette grosseur-là, dans un érable à sucre. Et ce sont des jeunes de choix prairie. Et c'est ça la différence. C'était d'ailleurs le défi quand on a commencé, on s'est dit, première fois qu'on était sur le terrain, on s'est dit qu'il faut trouver des choix prairie ici. Premier été, on n'a rien trouvé. Deuxième été, 4 nids. Et tous ces nids-là étaient dans des cavités naturelles. Donc, même chose dans ces systèmes-là, un spectre élargi d'essence utilisé par la faune cavicole. Les réseaux d'utilisateurs sont diversifiés. Ils sont plus diversifiés qu'en forêt boréale. Parce que si vous regardez, la diversification du réseau, elle repose à la fois sur la ressource, le substrat de nidification, pas seulement sur les espèces qui créent une cavité. C'est l'ensemble du système. C'est un système où il y a une plus grande équivalence fonctionnelle des arbres que ce qu'on a en forêt boréale. Mais le grand pic, les grandes cavités naturelles contribuent beaucoup à l'approvisionnement en grandes cavités. Donc, les grandes cavités naturelles là, sont importantes. Les grands pics l'est toujours. Je vous laisse sur cette note-là. Pour conserver cette faune-là, il faut penser en termes de conservation, en termes de rétention permanente, agrégée ou dispersée, ou maintien de processus de création de bois sénescents. Puis, on ne s'en tire pas, il faut créer plus, il faut maintenir plus de fourrage sur le territoire. Et ce n'est pas ce que le gouvernement du Québec fait actuellement, et ce n'est pas ce qu'il nous a annoncé l'automne passé, pour des raisons de cycle de carbone, nous dire qu'il fallait aller couper les forêts âgées, parce que les forêts plus jeunes captent plus de carbone. Ça, c'était vraiment, vraiment pas la meilleure des trouvailles du ministre des Forêts, mais depuis ce temps-là, il y en a fait d'autres. On aura l'occasion d'en parler possiblement cet après-midi. Moi, je veux dire, il y a beaucoup de gens qui ont travaillé en maîtrise au doctorat sur ces projets-là, beaucoup de stagiaires et d'aides de terrain. Et je sais que j'ai dépassé mon temps de 10 minutes, mais merci de votre attention. Et je suis prêt à prendre des questions n'importe qui. Merci Pierre. On prend quelques minutes, Audrey, pour... Moi qui décide ça. Ben non, on prend quelques minutes. Comme 5 minutes. On prend 5 minutes. Puis pour ceux qui veulent venir joindre la conversation au dîner, viendront avec nous. Quelqu'un veut... Est-ce qu'un étudiant... On aime les étudiants avant les profs. Oui. Chez nous, c'est la même chose. Ah, c'est tout simple, c'est des cavités naturelles. Tu les détecter comment alors? Comme celles qui étaient faites par EPIC, tu disais qu'il y avait des bris en bas. Ben, écoute, quand on fait nos inventaires, c'est une très bonne question. Là. Quand je disais qu'on se concentre au sol, on n'est pas con, là, on se concentre partout. Là. Mais ce que je veux dire, c'est que le sol, souvent, c'est là que tu vois les copeaux. Mais on fait l'inspection de tous les arbres et souvent, on est pairé en deux personnes par transect. Et systématiquement, on va prendre une placette qui fait 40 hectares, mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va couvrir le 40 hectares en étant distancés de tant de mètres les uns des autres, puis on part en 2 équipes. Puis on vérifie, c'est toujours compliqué parce qu'il faut que tu vérifies sur tous les arbres. Mais quand il n'y a pas de feuilles aux arbres, ça aide énormément. Ça. Et la plupart des cavités ne sont pas sur des branches. Si on était en Australie, par exemple, là, les branches d'eucalyptus sont grosses comme ça. Les nids de plusieurs espèces de perroquets sont dans les cavités naturelles de branches. Et c'est super haut et tu ne le vois pas clairement. Nous, on a quand même plus de facilité, puis je te dirais que la plupart du temps, ce sont sur les troncs qu'on va les trouver, les cavités. Mais il faut prendre le temps. Et donc, c'est long, c'est fastidieux, mais... et on court beaucoup pour aller chercher... au total,
ce qu'on vous expose, c'est 15 ans de données, mais il n'y a pas... Pour aller chercher un nid, tu fais ben de la marche en forêt. Mais oui, on regarde aussi. Oui? Je me demandais, j'imagine que donc les oiseaux, ils ont leur nid en même temps. Si vous faites votre inventaire pour trouver toutes les espèces. Ouais. Oui, effectivement. La nidification, là, en fait, ce qui est particulier, c'est que les oiseaux ne commencent pas à nicher à peu près, pas tous en même temps. Dans le cas des pics, le grand pic est une espèce résidente. Donc, les résidents, souvent, commencent à nicher plus tôt en saison. Mais le cycle de nidification est plus long. Parce que dans le cas du grand pic, l'élevage des jeunes au nid dure autour de 40 jours. Donc, tu as une période d'incubation qui est plus longue aussi. Donc, au total, quand nous, on arrive habituellement début mai. Mais en théorie, il faudrait des fois être sur le terrain plus à la fin avril, même à la mi-avril. Sauf que les sites ne sont pas toujours accessibles. Tu connais nos conditions hivernales. Entre autres, quand je parlais du lac du Parquet, nous, il faut attendre que le lac soit dégelé parce qu'il n'y a pas de voie d'accès terrestre. C'est par bateau. Donc, on n'a pas le choix, il faut attendre la fonte des glaces. Et ça court autour de la deuxième semaine de mai quand tout va bien, mais on a eu des années exceptionnelles où les lacs ont calé 23-24 mai. Donc, oui, on essaie d'aller chercher la période optimale pour la nidification des oiseaux. Et surtout quand on fait un suivi de la reproduction. Et comment on fonctionne, une fois qu'on a détecté le nid, on a des connaissances assez bonnes sur, bon, est-ce que l'oiseau est un nicheur, fait une ponte synchrone ou asynchrone? On a les paramètres pour chacune des espèces. Et on est capable de remonter dans le temps entre le moment où on a trouvé le nid, le moment où il y avait un œuf, 2 œufs, 3 œufs. Et là, ça nous permet de dresser un calendrier d'activité qui va nous permettre de dire, bien, à telle date, on devrait aller voir, faire les visites et on reconstruit notre calendrier de visites de façon périodique. François, tu as une question? Oui. D'abord, merci pour la présentation, puis merci d'avoir fait une introduction qui a rappelé qu'il y a 40 ans, on était loin de savoir tout ce qui a été développé, notamment à la ferme. Une anecdote que j'ai entendue il n'y a pas longtemps qui m'amène sur une question méthodologique et qui m'est venue quand j'ai eu tes résultats. Un de mes voisins a fait l'exploitation forestière dans le coin ici où sa mission, son mandat sur des terres privées, c'était d'enlever tout ce qui était magané. Donc, tout ton matériel de travail. Et il m'a dit, jamais plus je le ferai. La première fois, il dit, je me suis pas posé plus de questions que ça. Il a dit, tiens, les pics sont en train de faire la job sur les arbres que je n'ai pas enlevés. Comme s'il y avait une crise du logement puis qu'il se créait finalement des nouvelles qualités sur tout ce qui était sain. Puis là, il disait, ça n'a pas d'allure, je nettoie la forêt, puis ils sont en train de tout maganer le reste pour la prochaine job. Fait que la deuxième fois qu'il a vu ça dans le même été, il s'est posé la question, il dit, non, les gars, il faut qu'on laisse du matériel dégradé sous le terrain pour ne pas avoir de crise de logement. Puis là, je me demandais, dans les relations entre la sélection des micro-habitats par les différentes espèces, comment vous faites dans les études en ornithologie pour pouvoir savoir sur des espèces territoriales comme ça que vous êtes à des niveaux de population où ces enjeux-là se voient. Puis quand tu disais, en fait, j'arrive mal à réconcilier quand tu dis que les pics ont généralement des grands territoires. De quel ordre? Et puis, quand on regarde les types d'espèces qui utilisent différents types de ressources dans l'habitat, ça veut dire que dans un même arbre, on peut avoir plus d'une espèce de pic? Oui, ça peut vouloir dire que dans un même arbre, tu vas avoir plus d'une espèce, non seulement plus d'une espèce de pic, mais souvent, les pics ont creusé souvent plusieurs qualités. Et tu peux avoir plusieurs espèces de pics. Là, tu peux avoir un pic chevelu, un pic maculé et un grand pic qui sont sur le même tronc. Okay? Ils n'ont pas les mêmes domaines vitaux. Ils n'explorent pas le territoire de la même façon, mais les propriétés de l'arbre semblaient assez bonnes pour que tout le monde
tire trop. 2 ans plus tard, ton grand pic n'est peut-être plus là, mais tu vas avoir une petite étale, puis tu vas avoir, puis, bon, information, la plupart du temps, le retour des pics dans les mêmes sites, c'est pas si commun que ça. Donc, c'est pas des animaux qui sont fidèles à la cavité, autant qu'on le pense. Ils peuvent être fidèles à un grand territoire, mais ils vont avoir plusieurs cavités. Et actuellement, là, on est en pourparlers depuis 2 ans avec Hydro-Québec, parce que le problème numéro 2, numéro 1, c'est la vétusté d'un poteau de distribution. Le deuxième problème, c'est les cavités de grand pic. Et là, eux, c'est sérieux là, parce que c'est des millions en investissement de remplacement de poteaux. Tu sais, un poteau, ça ne coûte pas si cher que ça, là, ça coûte autour de 1 000 $. Mais le remplacer, là, dépendamment où tu es sur le territoire du Québec, c'est le prix moyen, c'est 6 000 $. Ils gèrent 1 800 000 poteaux. Puis concrètement, là, on a fait un estimé des coûts, là, ça leur coûte à peu près 1 million, 1,5 million par année en remplacement. Ça, c'est pour mettre un peu plié. Non, c'est ça qui est weird. C'est fait en pain. Ben, Mais le pain, c'est un bois qui est mou quand même. Évidemment, pourquoi les pics se retrouvent là-dessus? T'sais? Et une des premières questions qu'on peut se poser, c'est que, regarde, si les pics sont en augmentation actuellement, dans le dernier atlas de Joseph Michel du Québec, tu le vois très très bien, ça, le grand pic est en augmentation, le pic flamboyant est en augmentation, le maculé aussi. Pourquoi les pics sont en augmentation? Bien, notre gestion de la forêt, contrairement aux félous scandinaves, il reste encore du bois mort dans nos forêts quand même. Il en reste encore. Il en reste peut-être assez pour l'alimentation. Mais pour la reproduction, là, on a peut-être plus de problèmes. Fait qu'une espèce qui nécessite des grosses tiges va probablement se rabattre sur ces poteaux. Mais j'en sais pas plus. Là. On est en train de signer l'entente avec eux, puis on s'en va au CSNG Alliance pour un programme de recherche de carton. Mais si je reviens à ta question sur la densité, c'est que, regarde, moi depuis 5 ans, je collabore avec des collègues sur le merveilleux dossier du caribou des bois. Puis, j'ai les 2 bras complètement à terre quand je discute avec eux autres, parce que les gens ils ont des données sur la démographie écœurantes. Ils ont des données sur sa mortalité, sa natalité, ils sont capables d'estimer une population minimale viable. Nous, on ne peut pas rien faire de ça avec les oiseaux. On est encore plus dans... Moi, ce que je te dirais, c'est qu'on est vraiment plus dans l'univers des relations habitat-espèce, mais on n'est pas dans l'univers de la démoécologie de ces espèces-là et de comment il faudrait, par exemple, maintenir, comment les populations vont être affectées par les changements. Cela étant dit, on est actuellement dans le labo en train d'analyser les données de l'Atlas Oiseaux-Nicheurs en 2010. De 2010 à 2014, le projet d'Atlas a incorporé des points d'écoute dans le programme de l'Atlas, ce qui n'était pas le cas du premier Atlas. Sur l'ensemble du territoire québécois, c'est 35 000 points d'écoute qui ont été réalisés par des ornithologues amateurs et professionnels. Et là, on est en train d'évaluer ce qui se passe en sapinière pampétière. Parce que moi, on a rédigé le chapitre 4 de l'Atlas de Joseph Michel sur les changements de couvert forestier. Le CEF a été très actif pour l'analyse de la couverture forestière entre le 2e et le 4e décennal. Et puis, on a perdu à peu près 20 % de forêts âgées depuis le 2e décennal sur l'ensemble de la paissière. Puis tu ne voyais pas d'effet dans les résultats de l'Atlas. Sauf que là, on retraite les données, puis on est en train de voir qu'il y a des secteurs où on a perdu beaucoup de forêts âgées, plus que 20 %. Puis tu vois les populations chuter. Mais encore une fois, on ne mesure pas la dynamique des peuples, on mesure juste l'abondance relative. Fait que, concrètement, là, on est loin de ça. En termes d'acquisition de connaissances, on est loin d'en avoir autant là, sur la démoécologie. J'ai un étudiant qui commence sa maîtrise sur le Grand Pic et on va essayer cette année de déterminer les domaines vitaux
On n'a pas de données au Québec, hormis celle de Carl Savignac avec André Desrochers. Carl a fait sa maîtrise au début des années 2000. Puis, il y a 3, je pense qu'il n'a pas pu publier cette partie-là de son mémoire. Mais il a réussi à capturer 3 individus. On va peut-être se casser la gueule au même niveau. Puis, il n'a pas pu déterminer là, de façon plus globale autre chose que 250 hectares, à peu près un domaine vital, de Grand Pic dans la réserve de Port-Neuf. Fait que, tu sais, tu imagines que ça doit être varié d'une région à l'autre. Nous autres, on a besoin d'une certaine connaissance à ce niveau-là parce que moi, ce que je veux connaître, c'est le rayon d'action de cette bête-là. Tu sais, si elle s'installe sur des poteaux d'Hydro-Québec, là, puis elle me fait des dortoirs sur une ligne d'à peu près 30 poteaux, 40, 50 poteaux, là, peut-être le même maudit pic qui fait ça. On ne sait pas. Fait que désolé, François, je ne peux pas te donner des réponses satisfaisantes. Merci, Pierre. Bienvenue. C'est un grand plaisir. J'invite ceux qui veulent continuer la discussion à se joindre à nous là, pour le dîner. Bonne chose, mon nom, En bas.